Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle émission Honor avec un invité spécial, Jérôme Bouzeran, architecte depuis 35 ans et dirigeant de Dune Architecture à Nîmes. Il a notamment dirigé, en tant qu'architecte, la conception du nouvel office du tourisme de Nîmes. C'était des travaux d'aménagement dans un bâtiment du patrimoine sauvegardé. C'était en 2018. Il est aussi designer, il participe à la vie locale. Il a par exemple conçu les trophées des Mozarts de la réussite du Gard. Jérôme Bouzeran est un architecte expérimenté du Gard, plutôt spécialisé dans les projets locaux, publics et privés. Alors, quel est l'avenir de l'architecture dans nos villes, qui sont écartelées désormais par le réchauffement climatique? Nos villes peuvent-elles supporter de telles chaleurs? Par la mobilité et l'insécurité aussi grandissantes dans toutes ces villes qui sont désormais touchées. On rappelle le principe de notre émission, 10 questions de 2 minutes, Monsieur Bouzeran. Première question, Monsieur Bouzeran. Comment l'architecture peut-elle transformer nos villes en un espace réellement vivable et durable face au changement climatique, sans sacrifier finalement peut-être le confort quotidien des habitants? Alors c'est une question très très vaste, très complexe, parce que les villes existent par définition, elles ont leur passé, elles ont leur histoire architecturale, et donc c'est compliqué de générer des évolutions, des modifications en fonction de ce qui existe. Alors certes, il y a des PLU, il y a des programmes qui font que la ville, au fur et à mesure que les programmes avancent, la ville s'adapte. La ville s'adapte, mais c'est compliqué dans le sens où, surtout dans des villes comme Nîmes où il y a un patrimoine quand même très fort, eh bien l'environnement, le chaud en l'occurrence, là en ce moment nous avons des canicules, donc intégrer une ville qui va respirer, ça ne peut se faire qu'au dépend d'une évolution de l'urbain. Et avec des villes qui ont un passé historique, c'est un peu plus compliqué évidemment. Après, l'architecture, elle évolue aussi évidemment par sa construction, par sa méthodologie d'énergie, de gestion de l'énergie. Donc, il y a des solutions pour que les bâtiments soient plus viables, soient plus confortables avec cette gestion de l'énergie, du chaud et du froid. En l'occurrence, en ce moment, c'est le chaud. Donc, c'est compliqué. Alors, évidemment, il faut y faire entrer le végétal, forcément. Il faut faire que les bâtiments soient respirables. Enfin, en tout cas, ils respirent, donc, pour générer un flux de ventilation pour tomber les chaleurs. Après, évidemment, le problème est social, parce que tout ça n'est pas possible partout. Dans des villes qui ont une histoire dense, par exemple, c'est difficile de faire évoluer l'architecture. Donc voilà, c'est une vaste question. C'est l'enjeu des 30 années à venir, à mon avis. On le vit en ce moment. Le froid aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ne se chauffent pas l'hiver. Donc c'est quand même compliqué. L'isolation parfaite n'existe pas. Et puis on est confronté toujours à cette problématique de trop s'isoler. Si c'est trop isolé, le bâtiment ne respire pas, donc s'abîme. Enfin voilà, c'est un vaste débat et c'est l'enjeu des 10, 20, 30 années qui vont arriver là. Donc dans les villes de demain, quel rôle aussi pourraient jouer ces espaces publics? Donc les places, les parcs, les rues. On a vu par exemple qu'à Montpellier, on avait refait une partie de la place de Comédie, l'Esplanade. À Nîmes aussi, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Mais finalement, comment ces parcs peuvent-ils évoluer ou ces espaces verts? Parce que, pourquoi je pose cette question? Parce que je trouve que ça évolue pas tant que ça, en fait, ces C'est ce que je vous parties-là. disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est très compliqué de faire évoluer une ville qui a son histoire. Nîmes a beaucoup évolué en 40 ans, c'est visible déjà. Et puis ensuite, c'est toujours une évolution entre des monuments historiques, entre de l'urbanisme, entre des gens qui vivent plus ou moins fermés. Enfin, on va pas tout raser. Quand on va pas tout raser, il faut faire évoluer la ville. Donc c'est par ce jeu d'évolution urbaine, de démolition, reconstruction, d'évolution. Et aujourd'hui, les élus ont une approche, quelle que soit leur entité politique, mais une approche à long terme. C'est pour ça que nous, ce qu'on appelle des OAP, sont des programmes qui définissent l'évolution de la ville sur les 40 années à venir, quoi. Donc ça, c'est prévu. Mais avant que ça se fasse, on va pas déloger les gens, on va pas les enlever de chez eux. Donc ça veut dire que ça se fait au fur et à mesure que l'évolution urbaine avance. Et pareil, donc l'enjeu, encore une fois, c'est pas dans les 10 ans, quoi. Ça se joue sur 20, 30, 40 ans. Et c'est tout le secret, c'est comment une ville, à la fois, l'idée c'est de faire sortir les gens pour qu'ils aient envie de sortir. Et en même temps, il faut pas bétonner, donc il faut créer du parc. Mais si c'est du parc, ça, il faut démolir. Enfin voilà, c'est un jeu complexe, l'urbanisme. Alors moi, je ne suis qu'architecte, je suis pas urbaniste, mais les villes évoluent grâce à l'urbanisme. C'est les plans d'urbanisme sur, encore une fois, des dizaines d'années. Après, l'architecte vient travailler sur chaque
chaque îlot. Mais c'est d'abord un travail d'urbaniste. Ces dernières années est né aussi le concept du quart d'heure. C'est exactement la ville du quart d'heure. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est réellement réalisable? Tout à disposition des gens à un quart d'heure? Ouais, ça, c'est un vœu pieux. De toute façon, une ville comme Nîmes, que je connais bien, le centre-ville, les gens se plaignent qu'il n'y a plus aucune activité parce que les gens préfèrent aller faire leurs courses sans sortir leur voiture. Arriver à ce que les gens sortent de chez eux et toutes les mêmes commodités que à l'extérieur de la ville, sachant que pendant des années, on a construit les grands magasins à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on mérite. C'est-à-dire que les gens préfèrent prendre leur voiture, se garer et faire toutes leurs courses. Les gens qui vont aller à pied faire leurs courses aux Halles, par exemple, certes, ça existe. Samedi matin, les Halles sont pleines à craquer. Mais c'est très, très limité à l'Écusson, au cœur de la ville. Donc ça aussi, c'est un autre débat. Si le quart d'heure, c'est intéressant, mais c'est très complexe à mettre en œuvre. Vous en avez parlé tout à l'heure, et en plus, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cette partie-là. C'est intégrer la nature en ville. Donc, on parle de ces fameux toits végétalisés, ces façades vivantes, ces corridors écologiques. Voilà. Comment on peut essayer de se créer? Ou est-ce que c'est un artifice? Est-ce que c'est vraiment une réalité? C'est pas une utopie, parce que c'est important, c'est intéressant. Sauf que voilà, chaque ville a ses contraintes. Nous, à Nîmes, Montpellier, c'est pareil. C'est qu'on va pas planter une forêt sur un toit où il fait 60 degrés l'été. C'est-à-dire que si on se protège, on peut se protéger de la végétation, certes. Après, techniquement, on sait faire. Sauf qu'il faut que ça soit pérenne. Et il faut pas, après, qu'on tombe dans l'inverse, où on doit consommer des consommations d'eau effrénées pour maintenir un espace vert digne de ce nom. Donc là aussi, c'est une sorte d'utopie. Alors, des fois, les utopies sont importantes, il faut les suivre. Mais l'espace vert végétalisé, chez nous, c'est la garrigue qu'on met sur le toit. Donc, c'est pas l'espace vert, c'est que c'est végétal par définition, à opposer au minéral. Mais c'est complexe à mettre en œuvre. C'est-à-dire que je crois que le gros sujet, c'est que les règlements, les normes sont faites pour tout un pays, sans trop réfléchir qu'on ne vit pas ici dans le sud comme on vit à Paris ou comme on vit à Lille ou au centre de la France. C'est-à-dire que chaque spécificité, enfin chaque région est spécifique. Donc chez nous, dans le sud, faire des toitures végétalisées, c'est compliqué. Et faire des façades végétalisées aussi. Donc on voit qu'en l'occurrence, ça ne résiste pas autant. Parce que déjà, ça s'entretient mal. C'est une consommation d'eau qui est énorme. Et en plus, évidemment, économiquement, c'est compliqué. Donc, vous voyez, il y a ce qu'il faudrait faire, ce qui serait génial de faire. C'est un petit peu le problème de l'écologie, de l'architecture. Il faut que les bâtiments soient écologiques. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il faut qu'on y aille. Sauf que c'est complexe, quoi. C'est que c'est pas, il n'y a pas de solution idéale. Voilà. Et que ça n'est que des compromis. Une autre question un peu psychologique, on dit actuellement qu'il faut aussi travailler sur une ville, je prends le mot actuellement, qui va préserver la santé physique et la santé mentale de ses habitants. En fait, imaginez aussi une ville qu'on n'est pas là que pour dormir, mais c'est aussi comment préserver cela. Tout est lié. C'est-à-dire que si vous avez un espace urbain avec des places, avec même pourquoi pas de l'eau maîtrisée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de gaspiller l'eau, mais enfin, si on arrive à faire rentrer comme ça des zones sur des coins de la ville particuliers où les gens aient envie de sortir, ils auront envie de sortir à partir du moment où ils seront protégés du chaud, qu'ils auront envie d'être ensemble, parce que c'est le côté social de l'architecture, en fait, de l'urbanisme. C'est avoir le plaisir de sortir pour échanger autour des halles, autour des quartiers comme ça, des écussons. Ça, c'est aussi un vœu, je veux dire, c'est le but de tout architecte ou tout urbaniste, que l'environnement qu'il va créer, que les gens aient un plaisir fou à sortir pour échanger. Je veux dire, c'est le rêve ultime, quoi. Donc c'est ça le but. Donc tout est possible, en fait. On dit toujours que l'architecte, il est là pour faire des projets, répondre. En l'occurrence, il répond à un programme, donc c'est pas lui qui génère. Il ne fait que répondre à une question qu'on lui a posée, et il est censé trouver des solutions. Mais c'est sûr que le fait que les gens aient le plaisir de partager des moments entre eux dans un environnement qui a été créé pour eux, c'est le but ultime. C'est-à-dire le projet est réussi. Voilà. Les bâtiments intelligents et connectés, ça y est, on en parle, ou même la domotique, par exemple. Est-ce que finalement, ça va améliorer peut-être notre quotidien, d'un côté? Et puis, comment intégrez-vous, vous, en tant que professionnel, peut-être les outils du numérique dans votre pratique? Je pense bien sûr à l'intelligence artificielle, la modélisation 3D. Voilà. Comment vous travaillez avec tout ça aujourd'hui? La domotique dans notre métier, moi, ça fait 36 ans que je travaille dans les cabinets ou dans l'architecture, donc ça fait 36 ans qu'on en parle. Au début, c'était balbutiant, aujourd'hui, c'est plus ouvert, mais ça reste confronté à un problème économique. C'est-à-dire que l'architecte est toujours confronté à une problématique économique. Tous les projets
sont contraints par un moment donné un budget. Et même les gens qui ont des budgets hors limite, ils sont quand même limités. Donc ça n'existe pas. Et donc la domotique aujourd'hui, eh bien, en fait, elle est vite confrontée à ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on domotise? C'est-à-dire qu'on a un budget. Est-ce qu'on est capable de... Oui, on est capable techniquement d'ailleurs de générer tous les volets, de les faire fermer en même temps. On est capable de déclencher son chauffage avec le téléphone à distance. On est capable de mettre sous alarme sa maison, ses bureaux. Il n'y a pas de souci. Mais on fait des choix. Le tout domotique, ça reste très très limité. Après, domotiser l'énergie, ça oui, ça peut être intéressant. Que les volets se ferment en fonction d'un soleil qui vient taper sur la façade. Ou, voilà. Ça participe à cet avenir-là. Après, l'IA, aujourd'hui, peut aider aussi à ça. C'est-à-dire que l'IA, il y a deux façons de la générer. Soit on la génère pour nous, architectes, sur la méthodologie. Donc moi, le premier, ça fait un mois et demi que me suis mis à fond dedans. Il y a un mois et demi, j'étais comme tout le monde à taper une question sur ChatGPT. J'ai été confronté à une erreur sur un projet, une erreur que j'ai commise, qui a fait que ça m'a généré l'obligation de refaire tout le projet. Là, je me suis dit, bon, les règlements sont tellement denses, il y a tellement de contraintes qu'à un moment donné, il va falloir que on m'aide. Et cette aide, j'ai trouvé en créant un agent IA qui pour le coup, là, alors ça fait un mois et demi que je suis dessus, donc c'est tout récent, mais en même temps, j'ai généré toute une arborescence qui fait qu'aujourd'hui, je limite cette problématique-là parce que tous les règlements qui nous contraignent et sur lesquels on doit bosser, on doit travailler sur une faisabilité, là, cet agent IA déjà me permet de tout me trier. Bon, ça, c'est la première chose. Après, le dessin, on n'y est pas encore. Mais c'est clair que... Alors moi, je travaille avec Claude, c'est la UDE, qui, là, est prometteur. Donc, aujourd'hui, là, on se parle aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais je suis sûr que dans un an ou deux, on aura déjà cette capacité à générer du dessin. Aujourd'hui, on est capable d'ailleurs de faire des petits 3D qui sont pas très, comment dirais-je, jolis, mais enfin, en tout cas, c'est possible. Donc, c'est très prometteur, voilà. Donc, l'IA aujourd'hui, il faut plus en avoir peur dans le sens où on n'a plus le choix, quoi. C'est-à-dire qu'en avoir peur, c'est... Je respecte tous les avis, mais c'est bête. Il faut juste apprendre à la dompter et savoir l'utiliser. C'est là l'avenir, c'est apprendre à maîtriser ce truc-là, parce que c'est ça aujourd'hui, et on n'a plus le choix de toute façon. Après, pour revenir à la domotique, l'IA pourra aider effectivement à maîtriser la façon dont on a envie de la domotique. C'est-à-dire que la maison, au lieu que ce soit nous qui tapions, l'IA va à un moment donné forcément générer la domotique sur une maison, sur un projet, ou sur une gestion d'énergie, sur un immeuble par exemple. Sur une copropriété, l'IA, en fonction de la quantité d'énergie peut-être gaspillée, peut-être que l'IA pourra dire à la copro, attention là, le bâtiment n'est pas bien isolé, il faudra que vous fassiez les travaux à ce moment-là, où il faudra que vous changiez les machines. Donc je pense que c'est là où l'IA va amener beaucoup de plus sur la gestion du bâti existant. Voilà. C'est mon avis. Après. Vous avez parlé de réglementation. On sent que le marché, bien sûr, immobilier est en difficulté depuis de nombreuses années. En plus, on n'en voit pas tellement la sortie. Donc, ça touche aussi, bien évidemment, l'architecture. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'immobilier neuf, sur le parc du logement neuf et par rapport aussi aux collectivités locales, puisqu'il y a eu aussi des changements dans ces collectivités locales et dans ces mairies aux dernières élections municipales? Alors là, c'est le sujet. Je pense que s'il y a un vrai problème, on parle de normes, mais c'est devenu infernal. Alors moi, comme ça fait plus de 30 ans que je travaille, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais capable, au sens normal du terme, faire une petite faisabilité en une paire d'heures, quoi. Aujourd'hui, il me faut une semaine. Parce que tout ce qu'on va annoncer, eh bien, il faut pouvoir s'engager dessus. Quand on annonce un client qui peut faire 30 logements ou qui peut faire une maison sur laquelle il va s'endetter 30 ans, il faut être sûr qu'on lui annonce quelque chose de réel. Et ça, aujourd'hui, eh bien, quand, par exemple, on vient me voir pour faire une faisabilité, eh bien, je dois aller chercher ce qu'on appelle le PLU, qui est le règlement d'urbanisme de la ville. Je dois aller chercher le PPRI, qui est le règlement des risques, notamment des inondations. Je dois aller voir ce qui se passe dans l'OAP, qui est cette prévision à long terme, dans le PADD. En gros, on a 7 ou 8 règlements. Ces règlements, à chaque fois, il y a entre 100 et 300 pages. D'accord ? On doit rentrer dedans. Et puis, ces règlements, le problème, c'est qu'ils se contredisent. Donc, il faut aller chercher celui qui va être prioritaire par rapport à certains règlements. Et là-dedans, évidemment, on doit sortir un projet. Et ce projet, il doit évidemment répondre à la demande du maître d'ouvrage, notre client. Il doit répondre aux envies du budget, parce que les gens ont des envies, mais ils ont un budget. Donc, des fois, le budget n'est pas en cohérence avec les envies. Donc, ça, il faut savoir se cadrer là-dessus. Et puis, ensuite, effectivement, on a les voisins, le comité de quartier. On peut avoir les monuments historiques.
On peut avoir, voilà, ce qui veut dire que quand on a sorti le premier coup de pioche, il se passe 2 ans au mieux, et que c'est pas gagné du tout, quoi. Et c'est vrai que le combat, alors j'enfonce des portes ouvertes, mais ces règlements, soit on les respecte, soit on les respecte pas. Ils sont là, ils sont contraignants, certes, mais si on arrive à cocher toutes les cases, on peut faire un projet. Mais même quand on coche toutes les cases, après le projet est soumis au bon vouloir d'un élu ou à des voisins qui pourraient se plaindre. Donc ouais, aujourd'hui, il faut être motivé pour construire. Et à ça vient se rajouter évidemment la conjoncture. C'est-à-dire qu'on ne construit pas à Nîmes comme à Montpellier, ou comme à Lille, ou comme à Paris. Donc le coût mètre carré fait que... Enfin, le coût de vente n'est pas le même. Et par contre, le coût de construction, lui, est de plus en plus haut, parce que ces normes viennent se contredire. Et en plus, on rajoute les normes écologiques, on rajoute les normes thermiques. Enfin, ça devient fou, quoi. Donc, alors je me plains pas, hein, chacun son job. Mais à un moment donné, il faut être très très motivé pour vouloir construire. Et le dernier cap, c'est qu'il faut que ça se vende. Et donc, il faut des acheteurs, quoi. Donc, quand on a réussi à passer toutes ces lignes, qu'on a coché toutes les cases et que tout le monde est OK, qu'on a permis de construire, et bien derrière, le promoteur, en l'occurrence, lui, il faut qu'il vende ce qu'on a dessiné. Et en ce moment, c'est pas topissime, quoi, voilà. Donc, c'est compliqué. Très bien. Si on revient un peu à notre architecture, j'aurais une dernière question sur cette partie-là. C'est peut-être comment pourrait-on favoriser l'inclusion de toutes les générations, en fait, dans une ville et de toutes les situations. C'est les seniors, c'est les familles, les personnes en situation de handicap, les jeunes, etc. En fait, comment on arrive en fait à faire des villes, peut-être aujourd'hui, sans les ghettoiser, en fait. Ouais, c'est le secret. Aujourd'hui, il faut rendre commun toutes ces activités-là pour que ça marche. C'est-à-dire que si on a des actes d'activités qui sont pleins à craquer la semaine, mais qu'il n'y a personne le dimanche ou le week-end, c'est dommage. Et en même temps, il faut que ça fonctionne. Donc, le projet idéal, c'est ça. C'est d'ailleurs, à Montpellier, on voit ça souvent. Hein, vous avez toujours des magasins en pied de bâtiments. Vous avez des bureaux peut-être au premier, deuxième, et puis vous avez des logements au troisième. Donc, vous avez un bâtiment qui fonctionne toute l'année, quoi. Vous faites toute la semaine, et ça, c'est bien. Et faire qu'à un moment donné, vous ayez des seniors avec des étudiants, c'est génial. Après, bon, là aussi, c'est pas simple, mais c'est le but ultime, c'est que le bâtiment fonctionne, enfin, le bâtiment ou l'urbain fonctionne tout le temps. Après, on sait bien qu'on ne peut pas tout mettre en commun. Il y a des activités, notamment sonores, qui ne sont pas compatibles avec le week-end. Donc, quand nous, on parle d'activités, c'est toujours des entreprises. Donc, mettre des bureaux avec du logement, pourquoi pas? Après, on ne va pas pouvoir mettre des activités ou des locaux d'entreprise où il y a du bruit avec des logements. Évidemment, ce n'est pas compatible. Donc voilà, c'est un jeu, mais mélanger les fonctions, ça, c'est important, ouais, me semble-t-il. D'ailleurs, on y tend, hein. Moi, j'ai en ce moment un projet où il y a effectivement du senior partagé, il y a du logement, il y a des commerces, il y a des bureaux. Donc, c'est un bâtiment qui va fonctionner toute l'année, quoi. Donc, c'est bien. Après, c'est pas simple, mais c'est bien. Au niveau de Dune, maintenant, de votre entreprise, peut-être, quels sont sur les projets sur lesquels vous travaillez? Et puis aussi, parce que quand même, Dune, ça fait appel à quand même un ciel imaginaire. Pourquoi avoir appelé votre entreprise Dune? Alors moi, je suis toujours parti, il faut que je parle un tout petit peu de moi par rapport à ce qu'on a dit au début de notre interview, c'est que ça fait 36 ans que je travaille, mais en fait j'étais à l'école d'architecture de Montpellier, là en 90, donc vous voyez, ça commence à dater, et très très vite, j'ai senti, là aussi, parce que ça fait partie de ma personne, mais je suis un passionné d'avion. Donc moi, je suis un ex-futur pilote. J'aurais dû être pilote, alors ça peut plus être le cas parce que voilà. Mais je suis allé à l'école d'architecture parce que ils n'avaient pas voulu de moi à l'armée de l'air. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai fait l'école d'archi, mais j'ai très très vite vu qu'il me manquait des trucs, il me manquait des choses. Même si j'aimais beaucoup dessiner, même si j'adorais la bande dessinée, donc il m'a manqué quelque chose. Donc première été, je suis allé chez un architecte local nîmois qui s'appelait François Clavel, qui, pour 15 jours de stage, m'a gardé tout l'été, et puis on ne s'est plus quitté pendant 20 ans. C'était mon papa, c'était mon père spirituel, il m'a tout appris, et il m'a appris surtout le processus de conception, de création. Donc il m'a appris tout ça. Donc au bout de 20 ans, on était arrivé au bout de la chose, et puis on s'est séparés. Mais comme j'ai travaillé dès la fin de la première année, j'étais à... Tout mon temps, je passais au cabinet. Donc évidemment, j'ai eu des études un peu compliquées parce que j'étais jamais à l'école. Ce qui fait que au bout de quelques années, j'ai dit, écoute, je passerai le diplôme un peu plus tard, quand j'aurai le temps. Et puis finalement, les années passent, et puis on se marie, on a des enfants, ce qui fait que voilà, un jour on se dit, mince, j'ai loupé quelque chose. Enfin, en tout cas, il me manque quelque chose. Donc voilà, après, j'étais à l'école d'archi, j'avais un copain, Yuri, qui était un ami. Et donc on a créé Mustang.
qui était un cabinet d'archi qui existe toujours. Alors nous, c'est séparé avec Yuri, parce que là aussi, voilà, on est arrivé au bout du truc, mais Yuri a gardé Mustang. Et je dis ça parce que j'ai toujours essayé de garder un nom. Mustang, à l'époque, c'est parce que fou d'avion. Mais là, Dune, quand on s'est séparés, donc j'ai créé cette dernière aventure. Entre-temps, j'étais allé rattraper l'école et j'avais passé ce diplôme que j'avais pas fait à l'époque. Et donc, Dune, parce que je suis connu pour mettre des courbes dans mes projets. Toujours une courbe par-ci, une courbe par-là. Je trouve qu'un projet, c'est important d'avoir une douceur, une sorte de poésie comme ça dans la forme. Alors, je fais pas des courbes partout, parce que c'est pas le but, mais il y a toujours une petite courbe par-ci, par-là. Et en plus, j'adore le Sahara. J'adore Saint-Exupéry. J'adore tout ce monde-là, du désert, du sable, et contraste entre le jaune, le bleu. Enfin, voilà. Et la dune, pour moi, c'est une courbe. Vous voyez. Et puis en plus, comme je suis un produit des années 70, j'adore, je suis un geek, enfin, j'adore Star Wars et compagnie, donc Dune pour moi c'est aussi une œuvre à la fois littéraire et puis cinématographique. Et donc Dune est arrivé comme ça, hein, ce côté un petit peu graphique, ondulé. Et puis on s'est séparé avec Yuri quelques mois avant que le film sorte. Et j'avais commencé à réfléchir à Dune en fait quand un mois avant le film. Et puis donc je m'étais vraiment ça cochait plein de cases. Et puis je suis allé voir le film, puis j'ai vu Dune sur l'écran. J'ai dit c'est bon, ça va, j'ai trouvé et je garde ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et je suis très content de m'appeler Dune. Ben écoutez, merci Monsieur Bouzran pour cette émission. Nous avons fait Avec voyager sur la planète Arrakis. Voilà, exactement. Et en tout cas, voilà, j'espère que nos auditeurs auront mieux compris peut-être aussi ce que pourrait être la ville de demain. Mais en tout cas, on vous a écouté et c'est pas simple. Il restera encore du chemin à faire. Exactement, mais c'est motivant en tout voilà. cas. En tout cas, merci. On se retrouve pour une prochaine émission avec une émission avec un invité spécial, toujours. Voilà. Merci beaucoup.